Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous savoir fidèles au rendez-vous de ce 12h45. Voici le sommaire. C'est le seul moyen de lutter contre la transmission manuportée des microbes. Le lavage des mains, une étape essentielle dans la lutte contre les infections, est à l'honneur ce 15 octobre. Et les femmes rurales sont les piliers de la réalisation des profonds changements économiques et sociaux nécessaires au développement durable, mais elles continuent aujourd'hui encore d'être confrontées à de nombreux défis. On en parle. Et enfin, on parle du handicap visuel qui n'est plus aujourd'hui une fatalité. Cela grâce, entre autres, à la canne blanche, cet outil qui permet d'aider les personnes aveugles ou malvoyantes à se déplacer. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Le 15 octobre de chaque année se déroule la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Le deuil périnatal qui concerne la perte d'un enfant avant ou dans les jours qui suivent sa naissance. C'est un deuil fréquent qui touche environ 8000 familles par an. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le taux de mortalité infantile en 2020 était de 3,6 pour 1000 enfants nés vivants. Les fausses couches, également très fréquentes, concerneraient environ 15% du total des grossesses et touchent une femme sur 10 au cours de sa vie. La journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal est donc une occasion donnée aux parents ayant perdu leur bébé de se réunir et d'allumer des bougies afin de créer une vague de lumière en l'honneur des bébés disparus. Savez-vous que vous laver les mains peut vous sauver la vie et protéger vos proches? Selon l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, se laver et se désinfecter les mains est considéré comme la première mesure à prendre pour se protéger des risques d'infection et des maladies. Le lavage des mains, un geste très simple à adopter au quotidien. Mais quand et comment se laver les mains? Marcel Betero, en ce 15 octobre, journée mondiale du lavage des mains, nous en parle. Le lavage des mains est un geste simple qui sauve et ne demande pas trop d'efforts. On doit laver les mains pour nous protéger des maladies. Pour se laver les mains, on prend de l'eau propre et du savon. On lave les mains et après on rince les mains proprement avec de l'eau propre. Cela peut se faire par des thèmes que nous abordons en classe sur la propreté et comment cela leur donne un moyen pour pouvoir être en bonne santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le lavage des mains coupe la chaîne de transmission de l'infection et réduit les contaminations. Des chercheurs américains en 2018 ont réalisé une étude juste sur nos téléphones portables. Il y a plus de germes, de bactéries, de microbes sur nos téléphones portables que sur nos cuvettes de toilette. Alors que le téléphone portable, c'est un appareil, un outil que nous manipulons presque toute la journée. Et donc, à chaque fois, nous prenons tout ce qu'il y a comme germe en touchant à l'écran de notre téléphone. Si nous ne nous lavons pas les mains, nous transmettons à quelqu'un d'autre. Donc, le simple fait de donner la main à quelqu'un, vous pouvez lui transmettre des germes. Il existe plusieurs types de lavage des mains, mais le plus recommandé pour une bonne hygiène est le lavage simple des mains au savon. Pour ce qui est du public, de tout le monde, le lavage de mains se fait en plusieurs étapes. Vous vous approchez de la source d'eau. Et sachant qu'au préalable, il y a du savon à côté. Donc, vous ouvrez la source d'eau, vous mouillez la main d'abord. Et ensuite, vous prenez le savon dans la paume de main, vous faites des frictions. Donc, vous frottez. Déjà en commençant par la paume de main. Ensuite, les doigts, les espaces entre les doigts, le bout des doigts ainsi que les ongles. Vous allez vers le poignet. Au besoin, vous pouvez aller vers l'avant-bras. Se laver les mains, c'est préserver sa santé de plusieurs maladies. Ces populations sont exposées à des maladies très courantes que nous connaissons très bien. Exemple de la fièvre typhoïde que nous appelons salmonellose. Il y a l'hépatite virale A qui est très souvent transmise par manque d'hygiène
notamment l'hygiène des mains. Il y a également la poliomyélite qui est également transmise de la même façon, par manque d'hygiène sur ce plan-là. Chaque année, une journée est consacrée à la célébration du lavage des mains, une occasion propice pour sensibiliser et mieux faire comprendre l'importance de se laver les mains avec du savon pour prévenir les maladies de façon efficace. On parle à présent de ces femmes. Elles représentent plus d'un quart de la population mondiale et environ 43% de la main-d'œuvre agricole dans les pays en développement. Il s'agit des femmes rurales. Elles sont à l'honneur ce 15 octobre, une occasion pour mettre en lumière les défis auxquels elles sont confrontées au quotidien. D'autant que leur autonomisation est essentielle au bien-être des communautés rurales et surtout à la productivité économique. Nadège Omolandesani nous en parle à travers ce élément. Elles travaillent la terre pour assurer la sécurité alimentaire dans le monde, mais n'ont pas un accès sécurisé au terrain. Les femmes représentent environ 43% des travailleurs agricoles dans le monde, selon ONU Femmes, et 70% de la main-d'œuvre dans certains pays. Malgré cette contribution significative à la sécurité alimentaire, de nombreuses femmes sont limitées dans leurs droits. Dans les familles, il y a des discriminations lorsqu'on parle des questions de l'accès au foncier. Et il y a aussi des défis parce que pour la plupart du temps, nos femmes n'ont pas la chance d'accéder facilement à l'éducation, n'ont pas aussi accès à l'information, par exemple pour ce qui concerne le crédit. Des barrières structurelles dues en partie aux pesanteurs sociales qui empêchent de nombreuses femmes d'avoir un accès sécurisé à la terre, aux moyens de production, aux ressources financières et à une rémunération équitable à celle des hommes. Au Bénin, plusieurs organisations de défense des droits de la femme en ont fait leur combat. Elles s'emploient à rétablir les femmes rurales dans leurs droits. Les leaders traditionnels sont les gardiens de la tradition. Donc on arrive à faire des plaidoyers à l'endroit de ces acteurs pour qu'ils puissent lever les réserves qui font que la femme ne peut pas être propriétaire des terres. On a travaillé aussi avec les autorités locales au niveau des mairies. Nous avons aussi travaillé avec les instances de gestion foncière qui sont prévues par le code des organisations de femmes pour leur expliquer les nouvelles dispositions prévues par le texte sur le foncier. En milieu rural, les femmes sont en première ligne pour assurer l'éducation des enfants. Elles sont les principales actrices de la production, la transformation et le commerce des denrées alimentaires. Cette année, la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus en rajoute aux tâches quotidiennes qui pèsent déjà sur les femmes. D'après le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, la COVID-19 a eu une incidence plus marquée sur les activités agricoles des femmes que sur celles des hommes. Il est donc crucial de prendre des mesures spéciales pour soutenir la participation de la femme et adopter des politiques générales équitables en matière d'agriculture et surtout de sécurité alimentaire. S'orienter dans l'espace public est un véritable défi pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Pour leur faciliter le développement, des auxiliaires comme la canne blanche ont été créés. À l'occasion de ce 15 octobre, journée internationale de la canne blanche, on va à la rencontre d'un couple de non-voyants pour qui le handicap visuel n'est pas une fatalité. Portrait. L'ensemble de tout ceci là, on appelle ça les... Oui. Un grand banc pour elle. Germain Loco est un enseignant non-voyant, titulaire du certificat d'aptitude de l'enseignement primaire et spécialiste en informatique après l'obtention de son diplôme en 2016. Il met son savoir-faire au service de certaines ONG qui œuvrent pour l'alphabétisation des femmes. Malgré son handicap, sa relation avec ses collaborateurs apparemment ne semble pas difficile. L'ambiance, elle est vraiment bonne. On arrive bien à dialoguer. Ce qui m'attire le plus chez lui,
Je dirais que bon, c'est sa formation dans le métier, c'est-à-dire il n'a pas tenu compte de son handicap, soit disant voilà, je ne vois pas pourquoi aller me faire former dans l'enseignement. J'apprécie sa manière de m'apprendre certaines choses. Loko Germain vit à Akpakpa depuis une dizaine d'années avec sa compagne. Aussi handicapés visuels, ils ont ensemble 5 enfants. Nous avons fait le même centre. C'est là que j'ai connu madame. Et en 2008, on a eu notre première fille. Bon, c'est vrai, l'entourage n'avait pas accueilli favorablement la chose parce qu'il se disait que comment allions-nous nous en sortir du fait que nous ayons le même type de handicap. Comme dans toutes les familles, le besoin de survie se pose. Comment arrivent-ils à s'en sortir malgré leur handicap? C'est vraiment difficile. Il faut dire que j'arrive à installer l'application qui rend les androïdes parlants. Et donc, s'il y a un frère handicapé visuel qui veut l'utiliser, il achète, on me contacte et je leur fais l'installation. Donc, je gagne un peu ses sous. Je ne peux pas dire que c'est difficile parce que tout vient du cœur. Quand tu as le cœur, tu peux tout faire. Le regard de la société sur cette famille n'est pas aisé et les enfants sont les premières victimes des préjugés. Ma fille est née, elle se plaint. Il y a des moments où le papa l'amène à l'école. Quand elle vient à la maison, elle dit « Maman, aujourd'hui, là, quand mon papa m'a amené à l'école, tu sais, il y a une copine là, elle a dit « Ah, c'est ton papa ça ?» Il ne voit pas, hein, ton papa est aveugle, il ne voit pas. C'est ta maman, ça, ta maman ne voit pas. Je dis, laisse tout ça, ça c'est rien ça. Même si ton papa ne voit pas, il arrive à te gérer. On arrive quand même à surmonter ça pour les enfants. On arrive à enlever leur cœur de cet obstacle. Être handicapé est peut-être un obstacle pour la réalisation de certains rêves, mais ce n'est pas une fatalité. Comme quoi être handicapé n'est vraiment pas une fatalité. À présent, on fait le tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref, une présentation de Martial Bettoro. Le secteur des transports, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures privé du droit de grève. C'est ainsi en ont décidé les députés de la 8e législature réunis en plénière mardi dernier. Cette décision fait suite à un mouvement de grève observé récemment dans le rang des travailleurs du secteur aérien. Selon le syndicat des travailleurs du secteur des transports aériens affilié à la SECNA, la loi portant modification du droit de grève en République du Bénin ne devrait pas s'appliquer aux travailleurs du dit secteur. Une analyse qui n'est pas du goût du gouvernement. Ainsi, réunis en plénière mardi dernier, les députés ont voté l'élargissement de la restriction du droit de grève au secteur des transports, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures afin de s'assurer d'une sécurité plus exigeante à la population. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant estimé du budget prévisionnel de l'État exercice 2023. L'annonce a été faite en Conseil des ministres mercredi dernier. Selon le gouvernement, la politique budgétaire de 2023 est en parfaite cohésion avec les ambitions du gouvernement en matière de gouvernance économique et sociale. De plus, ce projet de loi de finances prévoit un taux de croissance du produit intérieur brut PIB de 6,5% en 2023 contre 6% attendu au 31 décembre 2022. Ce projet de loi de finances, qui s'équilibre en recettes et en dépenses nationales, sera bientôt en discussion à l'Assemblée nationale. L'Agence internationale de notation financière Fitch a maintenu la notation de B+, attribuée à la République du Bénin avec perspective stable. Elle reconnaît le dynamisme de l'économie béninoise et son rebond, marqué en 2021 à 7,2%,
suivi d'une croissance de 7,5% en 2022. L'agence souligne la résilience de l'économie malgré les chocs externes, la pandémie Covid-19 et les effets de la guerre en Ukraine. Elle prévoit une croissance en moyenne de 6% sur 2023-2024, portée par le programme d'action du gouvernement. Fitch salue par ailleurs le programme innovant conclu avec le Fonds monétaire international FMI qui participe à couvrir les besoins de financement du gouvernement et soutient le retour à une trajectoire de consolidation fiscale anticipée dès 2022. Et c'est tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.